Hey, bonjour mesdames et messieurs, ben oui, on est à Péribonka, on est dans le froid et dans le vent et la pluie menace de nous tomber sur la tête, mais c'est pas grave parce qu'on va aller voir un passionné collectionneur, un passionné bien connu dans la région et un passionné animateur à la télé locale pour son émission Option Région, et j'ai nommé Denis Trottier. Bonne émission! Alors, ben oui, on est en compagnie de Denis Trottier. Bonjour, Denis. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Hein? On est au frais, sur le bord de l'eau. Première journée fraîche de l'été, c'est assez rare. On s'en plaindra pas, on a eu un été chaud aujourd'hui, cette année au Lac-Saint-Jean. Oui. Denis, tu nous reçois parce que dans le cadre de l'émission des passionnés, et je le constate, et les gens vont le constater plus tard dans l'émission, tu es un collectionneur. Oui, j'étais un collectionneur, mais j'ai toujours été collectionneur. Quand j'étais jeune, je collectionnais les paquets d'allumettes, la monnaie, les roches, toutes sortes d'affaires. Puis finalement, je me suis débarrassé de ça pour la plupart. Mais là, je ramasse des objets qui ont plus, on pourrait dire, une vocation historique, qui me rappellent quelque chose, puis qui sont significatifs pour moi. C'est pas des objets qui ont de la valeur. On pourrait pas vendre ça sur... ça n'a aucune valeur monétaire, mais ça a beaucoup de valeur, d'après moi, au niveau soit historique ou familial, de la région, c'est ça. Mais justement, avant de parler de tes objets, on va dresser un petit historique de Denis Trottier, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais il y en a d'autres qui ne te connaissent pas. Pour les plus jeunes, il y en a peut-être qui ne te connaissent pas, ils ne savent pas t'es qui, ils ne savent pas ce que tu as fait. Fait que j'aimerais ça que tu me parles d'un peu d'où viens-tu, puis qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ah, ben moi, je suis né à Dolbeau il y a 66 ans. Puis j'ai toujours été intéressé par l'action, la mobilisation. J'ai été président de l'école à l'école secondaire, puis par la suite... Fait que ça a commencé jeune, tes ambitions. J'ai été conseiller municipal à Dolbeau, j'ai été maire de Péribonka, j'ai été préfet de la MRC Marie-Chapdelaine, j'ai été professeur au cégep en sciences politiques, puis aussi en sociologie, j'ai été chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi, j'ai été député, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions qu'il pouvait avoir au niveau politique, puis j'ai toujours aimé ça parce que c'était une passion. C'est ma mère qui m'a transmis cette passion-là, parce qu'elle, elle aimait beaucoup la politique. Vraiment? Oh, oui. Et puis là, maintenant, tu es animateur aussi à la télé locale? Oui, je fais une émission que j'appelle Option Région, parce que c'est une façon pour moi de s'impliquer. J'essaie de... Je suis à la retraite, mais je suis pas capable de rester chez nous, comme on dit, à semaine longue. Ça fait que là, je fais un mix de moitié-moitié d'implication bénévole, puis aussi de pouvoir profiter de la vie à travers de tout ça. C'est quoi ça, Option Région? Justement, c'est une émission qui existe déjà depuis plus d'une saison? Oui, c'est la 3e saison qu'on va faire. Puis, en gros, il y a 2 grands objectifs. Le premier, c'est de favoriser l'autonomie locale et régionale. Okay. Moi, j'essaie de trouver des gens qui ont quelque chose à dire par rapport à ça, qui peuvent expliquer, qui peuvent dire pourquoi ça pourrait être bon, la décentralisation. Puis aussi, je trouve toutes sortes d'articles, des choses là, qui peuvent être pertinentes par rapport à ça. Mon deuxième grand objectif, c'est de favoriser ce que j'appelle plutôt un projet de génération québécoise, un projet de génération progressiste. Je voudrais que une bonne partie des Québécois se mettent ensemble pour qu'on puisse avancer. On va revenir à nos moutons. Hein? On va parler des choses, justement, qui nous intéressent dans l'émission, ta collection. Parce que là, t'as-tu déjà fait l'inventaire de tous les objets que tu as ici? C'est des centaines d'objets. Oui, il y a toutes sortes d'affaires. Puis, c'est des affaires que j'ai ramassées parfois, trouvées, achetées des fois dans des marchés aux puces ou dans des boutiques d'antiquités. Des fois, c'est des gens qui me l'ont donné parce qu'ils savent que ça m'intéresse. Fait que tout un mélange de toutes sortes d'affaires. Puis... C'est une collection qui évolue, là, je veux dire. Oui, ça évolue. Ceux qui sont venus dans mon garage il y a peut-être 3-4 ans, et quand ils reviennent, ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui ont changé. Ça évolue, c'est ça.
OK. Puis, est-ce que tu acquiers encore des choses? Oui. Cet été, j'ai rentré du nouveau stock, comme on dit, entre autres, comme là, tu sais, j'ai un banc là, de l'ancienne église de Val-Valbert qu'on pourra regarder tantôt. Puis, j'ai ramassé des affaires, là, que... Bien, ça donne la vie au garage, en tout cas. Il y a de la vie ici. Puis, il y a de l'histoire. Il y a beaucoup d'histoire. C'est ça. Puis moi, je me dis que, tu sais, plutôt que de mettre du cheap rock, mur blanc, ben je me dis, pourquoi est-ce que... Ça fait les gens, ils me posent des questions aussi. Puis moi, ben, ça me permet de leur expliquer des affaires. Ça fait que, moi, je trouve que c'est très pédagogique d'avoir plein d'objets comme ça. Là, puis ça... C'est plaisant. En tout cas, moi, ça me contente. Puis... Parlons-en justement des objets. Déjà, on en a ici. Là, tantôt, je t'ai dit, là, pour combler la table, mets-moi 2-3 objets sur la table. Puis le premier objet que tu as mis, c'est une souche, c'est une bûche, c'est un bout de bois. Une pitoune. Une pitoune, bon. Une pitoune. Bon, ça, les Qu'est-ce qu'elle a, cette pitoune-là? Parce que moi, je l'aurais coupée en trois morceaux, je l'aurais brûlée. Non, c'est parce que là, d'abord, c'est pour montrer que pendant longtemps, quand il y a eu le flottage du bois, c'était des billots de 4 pieds. Ça, il y avait ça. Puis celle-là, c'est une petite. Là. Vers la fin du flottage du bois, les billots rapetissaient de plus en plus. J'en ai une plus grosse ici, là, que ça. C'était plus, elle est plus moyenne, on pourrait dire. Là. Bon, mais puis ça fait partie des combats que moi, j'ai menés. Parce que avant ça, quand il y avait le flottage du bois, c'est qu'il y avait des gros bateaux, ils traînaient ça dans des rafes de bois qu'on appelait, mais là, ils en perdaient des centaines et des centaines. Il y en a qui en ramassaient à se faire des feux de camp, mais aussi, il y en a qui les frappaient avec les bateaux, il y en a aussi qui pouvaient avoir des bad luck avec ça. Puis, c'était pas très écologique parce que, entre autres, il y a quelque chose là, qui manque là-dessus. Qu'est-ce qui manque là-dessus? Bien, prof Trottier, il manque l'écorce. L'écorce, oui. C'est ça, il manque l'écorce. Fait que là, une des raisons pour lesquelles la compagnie Presse faisait du flottage du bois, c'est que le bois, quand il était dans la rafle de bois, ils se cognaient ensemble, béding, 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 béding. Puis là, l'écorce, elle, se détachait, tombait dans le fond du lac. Puis quand tu arrivais à Alma, à ce moment-là, elle était propre. Puis là, il n'y avait pas besoin d'écorcer. Beaucoup moins besoin d'écorcer. Puis en plus, il n'y avait pas besoin de s'occuper des déchets d'écorce qui ne savaient pas quoi faire avec ça. Mais ça... fait que là, dans le fond, c'est que tout ça, ça se déposait dans le fond. Puis, c'était pas très sain. Ça change l'écosystème, ça. Ça peut arriver. Okay. Oui. Ça fait que là, puis moi, je suis très content d'avoir participé à ça parce que, dans le fond, quand on a commencé ça, la lutte contre le flottage du bois, il y a bien du monde qui disait « Vous serez jamais capable, c'est une multinationale, etc. » Puis finalement, au fil des ans, à force d'insister, ça a fini par marcher. Puis entre autres, dans les anecdotes qu'on avait faites, on essayait de trouver des moyens, je dirais, comiques ou en tout cas, qui interpellaient le monde. Gérald Scullion et moi, qui étaient les deux premiers écologistes de la région à cette époque-là, au début des années 80, nous autres, on faisait passer pour... Le monde disait qu'on était fous, il disait qu'on était des oiseaux-là, puis en tout cas, on se faisait traiter de vision. Mais vous avez une vision, vous avez un projet. Fait que là, à un moment donné, on avait décidé que, juste avant Noël, on faisait signer une pétition pour arrêter le flottage du bois, puis on avait une grosse pitoune, plus grosse que celle-là. Puis ceux qui signaient sur la feuille de papier leur nom pour la pétition, il fallait qu'ils payent 1 piastre. Là, on disait, trop facile de marquer ton nom, faut que tu payes 1 piastre. Puis ceux qui signaient sur la pitoune, on ferait 5 piastres. Okay. Puis là, nous autres, on a pris la pitoune avec la pétition, on a enveloppé ça dans une grosse boîte de carton, puis là, on a envoyé ça au président de la compagnie Presse dans ce temps-là, M. Richman, à Toronto. Puis, tu sais, dans une grosse boîte, puis là, c'était notre bûche de Noël. Okay. Puis là, j'aurais aimé ça le voir quand tu as ouvert la boîte. Bon, en tout cas, c'est une anecdote. Puis la décision s'est prise après ça? Ben, pas tellement longtemps après ça. Okay. Ça a fini par arrêter pour toutes sortes de considérations. C'est assez audacieux, par exemple, de faire ça. Là. Parlant d'être assis, là, nous autres, on est assis. On va enfiler tout de suite avec le deuxième objet parce que je pense sinon l'émission pourrait durer 4 heures. On est parti à ce rythme-là. Là, il y a ça, là, que là, moi, je vois c'est des ciseaux. Ouais. Et je mettrais l'hypothèse que c'est peut-être des ciseaux à mouton ou quelque chose du genre. Exactement. Est-ce que j'ai raison? Exactement. Ah. Exactement, c'est ça, c'est clair. Mais tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que c'est pas compliqué, mais ça, c'est tout fait à la main. Mais le gars ou la femme qui avait ça dans la main toute la journée à couper ça, là... Elle devait avoir une bonne pointe. Oui, puis peut-être des tendinites aussi après un certain moment donné, mais c'était très efficace. Puis c'était fait avec les moyens du bar, puis c'était fait homemade, là, c'était pas acheté d'une compagnie, là, c'est le monde qui faisait ça, le forgeron du village pouvait faire ça. D'où tu as trouvé ça, puis ça date de quelle époque environ? Ah, ça, je dirais, c'est bien embêtant, mais là, c'est embêtant. Peut-être au début des années 1900, quelque chose comme ça, là, puis je pense que j'ai trouvé ça dans
marché aux puces, quelque chose comme ça. Peut-être payer ça 2-3 piastres. Puis sinon, les fers à cheval, il y en a différentes formes. Puis là, ça, je me demandais pourquoi tu m'as sorti ça tantôt. J'ai dit des fers, tout le monde en a vu. Il n'y a pas rien de surprenant là-dedans. Mais c'est parce que là, c'est que ça raconte une histoire. Ça, c'est toutes des fers que moi, j'ai trouvés sur mon terrain de chalet. Mettons, des fois en excavant des affaires ou en tout cas... Il y a des chevaux qui ont perdu leur fer en chemin. Oui, c'est ça. Puis là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, d'une part, ces lots-là, ça appartenait à mon arrière-grand-père Niquette. Fait que ça se peut que mon grand-père conduisait ces chevaux-là. L'autre affaire aussi, c'est que quand tu regardes les fers, ça, c'est plus petit. Ça, lui, je pourrais pas dire c'est quoi. Mais celui-là, je suis persuadé que ça, c'est un percheron. Puis ça, c'est un perche à la grosseur de la patte. Tu vois, c'est une grosse bête. C'est pas un petit poney, cette affaire-là. Bon. Fait que là, ça fait que non seulement tu sais avec quel cheval il travaillait, mais tu sais aussi que possiblement que ses origines peuvent être de la perche en France, parce que, dans le fond, c'est que là, le monde qui ont utilisé des chevaux percherons, probablement, c'est parce qu'ils n'avaient que chez eux avant de partir d'Europe. Ils sont emmenés ici, ils ont importé ça. Ils savaient que ça travaillait bien, ils savaient qu'ils étaient résistants, toute l'équipe. Fait que, tu sais, un simple fer à cheval peut te raconter beaucoup plus de choses que... Quand on s'y attarde. C'est ça. Moi, je suis plus du genre à le lancer et à jouer au fer, mais bon. Ça, moi, non. Je suis pas très habile pour ça, moi. Puis là, tu m'as mis au défi de trouver à quoi servait cet objet-là, ici. Et d'un, il est très beau. Il est en très bon état. Et avoir la grosseur des vis carrées, c'est sûr que j'ai pas le tournevis dans mon coffre-outils pour dévisser ça. Mais j'aurais l'impression que c'est comme un type pour binder. Là, un peu, il y a une partie de ça. Pour mettre des straps ou je sais pas. Mais... Non, ça, c'est un sabot de frein du métro de Montréal. Ça, à l'heure actuelle, le métro de Montréal, il y a des sabots de frein comme ça. Et ça c'est du merisier. Oui. Le bouleau jaune qu'on appelle. Ça veut dire que quand tu appliques les freins à Montréal, sur le métro, c'est du bouleau jaune qui fait ça, au lieu d'avoir de l'amiante ou des affaires des c'est du vrai bois qui est... oui, c'est du vrai bois. Ça, oui, mais je veux dire, il utilise du bois pour... Oui, mais ça, c'est tel quel. Ce morceau-là n'est pas là. Oui, le soc n'est pas là. C'est ça. Mais ça va vraiment sur le métro de Montréal, tel quel, à l'heure actuelle. Si tu enlèves, mettons, les enjoliveurs de roues, tu vas pouvoir voir cette affaire-là. Fait que tu changes le bois une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. C'est un député de Montréal qui me l'avait donné parce que moi, je m'occupais du bois au Parlement. C'est moi qui étais responsable du dossier forêt. Là. Ça fait que là, il me l'avait donné et moi, j'étais bien content de ça. Puis, pas grand monde qui savent c'est quoi. Dorénavant, je prends le métro, je vais dire, on break, c'est du bois. Oui, c'est ça, du bois de chez nous. Puis, ce que je trouvais d'intéressant, c'est qu'on aurait pu avoir une politique d'utilisation du bois beaucoup plus grande qu'on l'a faite là. Mais bon, en tout cas, au moins, on sait qu'il y a des utilisations méconnues. Hey, Denis, super intéressant. On va changer de place, puis on va aller voir d'autres objets. OK. Merci. Là, Denis, on est mis à côté à une autre place, là. Là, il y a plein d'objets. Je pense pas qu'on va réussir dans les prochaines minutes à faire l'inventaire de tout ce que tu as. Mais j'aimerais ça qu'il y a des choses que j'ai vues. J'aimerais ça que tu m'en parles. Tantôt, j'ai vu des gros speakers, des gros haut-parleurs. Ce que je déduis que c'est des haut-parleurs, c'est quoi? C'était-tu pour annoncer la bonne nouvelle sur le perron de l'église? Non, ça, c'était les haut-parleurs qu'il y avait au cinéma chez Gérard Grenier, le cinéma Météor, là, qui est réouvert en salle de spectacle présentement. Mistassini, qui est maintenant le resto spectacle. Puis, moi, j'ai toujours été un fan de cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma, puis j'étais rendu là à grandeur de journée. Puis des fois, Gérard Grenier, on se ramassait une quinzaine de flots, là, puis on lui donnait jusqu'à 25 cents, il nous passait un film pareil. Puis des fois, on se ramassait des 10 cents, des 15 cents. Puis lui, c'est un passionné de cinéma aussi. Il était ménagé, mais il était quand même sympathique. En tout cas, il a eu beaucoup de plaisir. Puis un bon moment donné, il a découvert que c'était rendu dans un marchand d'antiquités. Puis là, j'ai vu ça, là, j'ai dit non, j'ai pas le choix, il faut que j'achète ça, là, ça fait que je vais pas payer cher. Mais tu t'en allais pas là pour ça, là? Non, une découverte c'est que imprévue, ça, là. J'étais en train de dire à Danny Saint-Jean, que je rencontre assez souvent, que là, vous n'avez assez de stock, là, vous avez trop d'affaires, puis que là, j'en voulais plus, puis c'était fini, que là, vous commencez à en redonner, là. Bon, fait que Danny, c'est bien correct. Ta blonde devait être contente de ça? Oui, ta blonde était bien contente de ça, mais en marchant, tout d'un coup, je vois les haut-parleurs. Je dis à Danny, il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est les haut-parleurs de chez Gérard Grenier, ça.
Hey, tu sais comment ça coûte? Ah, mais Denis, tu viens de me dire que t'en veux plus d'affaires. Ouais, mais là, c'est les haut-parleurs de Gérard Grenier. Ça compte plus, là. Non, je peux pas l'acheter, là. Tu sais, là, c'est toute mon enfance qui est là. Ça fait que je les ai achetés, puis je suis bien content de ça. Puis ça, c'était les haut-parleurs qui servaient plus pour le son des personnages. Parce que pour la musique, il y avait un autre type de haut-parleurs. Il y avait 2 sortes de haut-parleurs. Ceux-là, c'était pour la parole. T'as-tu eu la chance de réentendre du son à travers ces haut-parleurs-là? Oui, mais pas longtemps, parce que là, on était pognés dans d'autres choses, là, mais je veux les installer comme faux. Je sais qu'ils fonctionnent. Mais plus que ça, là, un bon moment donné, je vais avoir le temps, puis on va s'occuper de ça. Tantôt, j'ai vu aussi sur ton mur des grosses roues d'engrenage. Puis à ma grande surprise, je pensais que c'était des roues en métal. Puis non, c'est des roues de bois. Oui, c'est en bois, c'est très léger. Puis ça, c'est des moules. Ça appartenait à mon arrière-arrière-grand-père trottier. Là, on recule dans les années là, arrière. 1860, 1870 à peu près. Là. Puis lui, il avait une fonderie. Puis dans ce temps-là, pour faire des engrenages comme ça, ben là, comme on dit, il n'y avait pas de temps d'affaires que ça. Il n'y avait pas de, comment je dirais, il y avait pas de quincaillerie, quoi. Tout se faisait dans la ville. Ça fait que lui, avec ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait d'abord ça en bois, tout gossé au couteau, au rabot, etc., là, à la main. C'était très précis, vous allez voir, là, c'est tout très, très... Oui, ben c'est ça. Il faut que ce soit précis, parce que sinon, si l'engrenage n'est pas correct, les dents vont arracher tout de suite. Là. Ça fait qu'il fallait vraiment, c'était des artistes qui faisaient ça. Puis là, eux autres, ce qu'ils faisaient après ça, c'est qu'ils rentraient ça dans une espèce de bain de sable mouillé, un sable spécial. Un sable de moulage. Là. Un sable de moulage, on pourrait appeler. Puis après ça, ils enlevaient le cadre de bois. Là, ils coulaient la fonte là-dedans. Puis là, il devait attendre que ça sèche. Puis après ça, il enlevait le sable qui était là-dessus. Puis il y avait un bel engrenage, là. Ça fait que tout se faisait. Les gens... Il y avait beaucoup d'autonomie anciennement. C'était pas fait en Chine dans le temps. Non, c'était pas fait en Chine. Les gens, ils ne dépendaient pas de rien. Ils dépendaient d'eux-mêmes. Il fallait que ce soit le village qui s'en occupe puis qui soit le plus autonome possible. Puis ça, j'aimais bien ça. Puis j'espère qu'un jour, on va revenir au moins une partie à ça. L'esprit communautaire, comme on parlait tantôt. Puis aussi, tantôt, j'ai remarqué, après des engrenages, tu avais un vieux téléphone, puis tu as une affiche aussi avec une paysanne dessus. Ça, c'est quoi cette affiche-là? Justement, tu me dis, ça, c'est important. Ça, c'est une affiche qui était dans le métro de Paris. Mais c'est pas celle-là, parce que ça, c'est une reproduction. Là. Mais ce que ça disait, en gros, là, c'est que ça disait que la région du Lac-Saint-Jean, au Canada, il y avait 20 millions d'acres de terre à blé. Puis il disait qu'il vendait ça 20 cents l'acre. Puis il disait aussi que c'était... non, c'est ça. 20 cents l'acre, mais en France, ça représentait 1 franc. C'était marqué que ça valait 1 franc. Fait que c'était pour attirer le monde, tu sais, les gens d'Europe pour venir dans la région. Atlantique. Puis là, en plus, c'est qu'ils disent là-dessus là, qu'il y a bon bois, excellente eau, que c'est un des meilleurs climats qu'on peut trouver. Avec un bleuet, on fait 10 temps. Oui, ça ressemble un peu à ça. Mais tu sais, c'était vraiment... c'était mis très, très beau. Ouais, c'était vendeur. Oui, c'était vendeur. Le but d'une affiche publicitaire. Il y en a qui sont venus, puis il y en a qui sont repartis parce que c'était trop dur. Tu sais, c'est qu'entre autres, prenons à Péribonka, là, dans les colons qui sont venus pour coloniser, il y en avait un qui c'était un accordeur de piano. Bon, accorder le piano, puis bûcher dans le bois, dans les mouches, c'est pas tout à fait la même affaire. Ça fait que là, il y en a beaucoup qui ont essayé ça, mais c'était pas fait pour eux autres. Puis, dans le fond, ceux qui ont resté, c'était les plus toughs, puis c'était les plus capables. Puis c'est pas pour rien que souvent, il y a des hommes forts dans les régions. C'est que là, s'il n'avait pas été fort... Le gène fort est resté. Oui, puis le vin pas fort, il pouvait pas rester. C'était une question de survie. Ah oui, comme dans le jungle. La loi du plus fort. Un peu, oui. Tu m'as mis, une petite tirelire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un message, tu veux que je fasse des économies ou non, je ne sais pas trop, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette... D'abord, ça porte un nom, cette tirelire-là. C'est quoi? Ben, c'est la dîme, je sais pas. C'est pour la dîme à l'église. Un tronc. Okay. On appelait ça le tronc à l'église. Ça fait que ça c'était installé normalement après le mur. C'était vissé. Mais là, il est vide. Après le mur. Oui, là, t'as vidé la dîme, t'es parti avec le tronc. Non, je l'ai acheté d'un ancien curé. Que lui, il avait peut-être emprunté, là, je sais pas. Mais ce qui est intéressant là-dedans... Oui, c'est pesant. Ben, il fallait que ça y fasse solide parce qu'il y avait du monde qui voulait voler ça. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que il y a une... Ici, là, quand on regarde à l'intérieur,
là, il y a une plaque de métal qui fait que tu peux pas rentrer un couteau... C'est un anti-retour. Un anti-retour pour pas que tu sois capable d'essayer d'aller chercher un dollar ou un 25 cents. Là. Ça fait que là, c'était anti-voleur. Les curés étaient prévoyants. Bien, probablement qu'ils ont appris avec le temps là, qu'un bon moment donné, c'est pas tout le monde qui était vraiment catholique, puis qu'il y en a qui pensaient que le tronc, c'était pour partager. C'est parce qu'ils volaient, pour ça, ils allaient se faire confesser, fait qu'ils étaient absous de tout leur péché. Ça peut arriver, ça peut arriver. Puis là, mettons qu'on continue, j'ai vu, tu as une énorme roue. Oui. C'est quoi ça, là? Ça va après le Titanic? Non. Ça, c'était au club plein air de Péribonka, qui était un peu plus loin, peut-être à quelques kilomètres d'ici. Tu as vraiment des souvenirs de partout de la région? Oui, il y en a de toutes les sortes. Puis ça, c'était... Puis à l'époque, c'était comme une base de plein air. Ça marchait bien. Ça a marché assez bien pendant un certain temps, dans les années 70-80. Puis un bon moment donné, ça a été abandonné pour toutes sortes de raisons. Puis là, la grosse roue, elle était comme au plafond, puis ça servait un peu là, de luminaire. Il a fait des lumières après ça. Puis c'était l'objet décoratif de la base de plein air. Puis à un certain moment donné, comme il y avait beaucoup de vandalisme, puis que tout le monde partait avec n'importe quoi, un des membres du conseil d'administration a dit « Je vais au moins ramasser la roue pour pas qu'elle se fasse voler ou en tout cas qu'elle se fasse briser. » Puis finalement, il l'a mis dans son garage, mettons, 30 ans plus tard, il n'avait pas trouvé à la mettre nulle part. Fait que là, à un moment donné, il l'a mis à côté de son garage, puis j'ai passé, puis j'ai dit « Hey, ça ferait bien dans mon garage, ça? » Ah oui, ça ferait bien dans mon garage. Fait que je l'ai acheté, fait que là, c'est ça. Je vais me permettre, justement, vu que tu as abordé le sujet, justement, la conservation des objets. Tu sais, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se perdre avec les années? Parce que, est-ce que tu trouves que les gens sont assez conscientisés à cet aspect-là du patrimoine historique? C'est qu'un des problèmes, c'est que les choses qu'on a usuelles d'aujourd'hui... Ça brise. Bien, il y a ça, d'une part, mais aussi, c'est qu'on n'a pas conscience que ça va être les objets d'antiquité de demain. Ouais. C'est clair. Tu dis tout le monde en a, ça n'a pas de valeur, mais puis il y a beaucoup de choses, comme tu dis, que ça n'a pas nécessairement de valeur parce que c'est fait en série. C'est jetable. Mais sauf que le problème qu'il va y avoir, c'est qu'à un certain moment donné, il ne restera peut-être plus grand-chose. L'autre affaire qui m'inquiète, moi, c'est toute la question du numérique. C'est qu'on met des photos, on met des documents là-dessus, etc. Est-ce qu'à un bon moment donné, on va être capable de conserver ça tout le temps? Une vieille photo, ça se conserve. Le numérique, là, est-ce qu'on va être capable de garder ça? C'est une donnée, puis là, à un moment donné, tu n'as plus l'appareil pour ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu n'es plus capable de récupérer ça? Ça, c'est un aspect qui m'inquiète. L'archivage, puis... Oui, parce que là, il y a beaucoup de choses présentement là-dessus, mais ça va durer combien de temps? Puis aucune idée. On crée de plus en plus, justement, de données, mais ces données-là, ils prennent la place, comme on dit. Oui. Ah oui. Denis, on va se déplacer une dernière fois, parce que l'émission tire à sa fin. Okay. Et puis, on va aller voir 2-3 petites choses encore. Denis, l'émission tire déjà à sa fin. Là, je t'ai dit, choisis 2-3 objets pour qu'on en parle. Là, tu m'en as un gramophone puis un bout de bois. Bon, on va voir ce que ça va faire. Moi, les gramophones m'intéressent beaucoup, surtout avec l'image du petit chien, la fameuse image typique qu'on voit le petit chien qui écoute dans le cornet. Le RCA Victor. Là. Exactement. Moi, j'ai appelé mon chien Victor parce qu'il ressemblait au chien d'RCA Victor. Okay. Il aimait la musique aussi. C'est un Jack Russell ou... Non, c'est un bâtard. Okay. Un petit bâtard, mélange de... Je ne sais pas trop quoi, là, mais en tout cas, un beau petit chien. Un beau petit chien. Et bien là, ton gramophone, il date de quelle époque? Il est vraiment beau, il est bien conservé. C'est un gramophone familial? Ou dans les années 30, probablement. Là. Non, moi, je l'ai acheté sur Kijiji par hasard. J'ai eu quelqu'un qui vendait ça, puis j'ai acheté les disques qu'elle allait avec. Puis je trouvais que c'était un bel objet. Tu sais, c'est beau quand tu regardes ça. Vraiment? Ah ouais, c'est un bel objet. Il y a beaucoup de finesse dans les objets. Il y a beaucoup de... C'est quand même quelque chose là, qui n'est pas laid à regarder. Là, ça. Puis en plus, ce que tu vois, c'est un clou sur le bout. C'est à ça que ça servait. Là. Ça fait que c'est comme... je trouve que c'est un bel objet. Puis le vinyle, il n'a pas... C'est pas un 2018, là, non? Non. C'est un 78 tours. Puis... c'est quoi? C'est un vinyle... qu'est-ce qu'on entend là-dessus? Ça, c'est la famille Soucy qui chante. OK. Ouais, c'est vrai, dans le temps, les familles chantaient. Oui. Puis là, c'est une chanson du Canadien de Montréal. OK. Ça va peut-être les encourager cette année à avoir une meilleure saison. Ah, peut-être. Okay. Il fonctionne, là? Ben, il fonctionne pas pire. Oui, OK. Tu veux qu'on essaye ça? Ben, tantôt, on finira avec ça. On finira avec ça.
Puis, mais là, j'ai hâte de voir c'est quoi ce bout de bois-là. Parce que tantôt, tu m'as présenté une pitoune. Là, c'est correct. Là, ça pèse à peu près. C'est très léger. Les gens à la maison, c'est très, très léger. Et puis, je me demande à quoi ça sert. Je veux dire, je pourrais pas deviner. Là. Si tu me dis pas, je ne le saurais pas. Quand on était jeune, là, on appelait ça d'un bois fumant. Puis ça, c'est vraiment un très gros. J'en ai déjà vu un plus gros, là, mettons 2 pouces de gros, mais pas long. Celui-là, il a déjà eu 8 pieds de long. OK. Puis, tu sais, tu aurais pu fumer avec ça. On allumait ça quand on était jeune, puis on fumait, tu sais. On fumait quoi? On fumait, on faisait de la boucane, puis on respirait, puis on faisait de la boucane avec ça. Un peu comme quelqu'un qui fait juste un cigare en papier, puis il l'allume. Ben oui, le même principe, mais ça, c'était naturel. Puis, on trouvait ça bien drôle. On trouvait ça sur le bord de la plage. Il y en avait beaucoup à l'époque. Puis, je ne sais pas quelle essence d'arme. J'avais déjà lu, je pense que c'était des freins, mais je ne peux pas garantir à 100 Mais il fallait des essais pour voir si ça fonctionnait. Ah non, mais en le touchant, en le regardant, on voit qu'il y a des mini-ports. Là. Quand, mettons, tu es habitué, là, là c'est sûr que lui, ça fait 40 ans qu'il est dans de la maison. Ça fait que là, lui, il a séché pas mal. Je ne sais pas s'il fonctionnerait encore. On peut l'essayer, mais on va l'essayer. Je vais me risquer à la maison. Mais ça sert à rien. Là. On fait juste fumer du bois avec ça. Ça sert à faire plaisir. Ça sert à trouver quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes, moi, je trouve qu'ils savent pas comment s'amuser. Nous autres, on avait du fun, on courait sur la plage, on trouvait un bois fumant, on allumait ça, on fumait, puis on était contents, puis on se prenait pour des big shots. En tout cas, un cigare long de même, t'es un big shot en tabarouette. Là, tu vas m'aider parce qu'il est trop long, moi je serais pas bon pour l'allumer. Mais là, je peux garantir pas que ça va marcher. Fait que là, j'allume ça de même. Est-ce qu'il y a de la boucane? Mais ça fonctionne. Mesdames et messieurs, le bois fumant. Je suis curieux d'essayer ça. Fais-nous donc une tonne avec ça. Ben oui, mais il y a vraiment de la boucane. Ouais, ça fonctionne. Et voilà. Ah, tu ris si bien. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé l'émission, une émission remplie de surprises, d'une collection. Merci à Denis de nous avoir partagé sa collection, sa passion pour l'histoire aussi de la région. Et puis, ben là-dessus, je prends mon petit verre, puis bon, c'est bien accosté sur le ponton que je vais terminer l'émission et je vous dis à la prochaine. Et merci d'avoir été à l'écoute des passionnés. Si j'étais capitaine, je serais